La méthode simple pour prendre la vie du bon côté. Lorsque tu es accablé de soucis et que rien ne va dans ta vie, serre les dents et continue à avancer. C'est le début de la préface. Dans mes plus anciens souvenirs, cette maxime, écrite avec une jolie calligraphie et encadrée, trônait au-dessus de notre cheminée. Elle résumait parfaitement la philosophie de ma mère face à la vie, que le temps passé sur cette terre est une pénitence. Pour elle, il ne pouvait en être autrement. Elle était l'aînée de 14 enfants, sa mère était alcoolique et son père les avait laissés tomber. Enfant, au pire de la Grande Dépression, elle avait réussi à assumer la responsabilité d'être à la fois le père et la mère de ses frères et sœurs. Quoi qu'on en pense, il ne fait aucun doute que le comportement de ma mère a eu une profonde influence sur mes sœurs, mes frères et sœurs et moi-même. Ma sœur était la moins capable de contrebalancer le côté négatif de cette influence. Elle disait « Ma plus grande inquiétude, c'est quand rien ne m'inquiète ». Cela a l'apparence d'une contradiction. Comment en effet se faire du souci lorsqu'il n'y a pas de sujet d'inquiétude ? Pourtant, je savais ce qu'elle voulait dire, et je subodore que vous aussi. Après tout, lorsqu'on a un sujet d'inquiétude, il devient vite obsédant. Si ce pourquoi vous vous inquiétez se produit réellement dans 9 cas sur 10, il n'y a rien de tragique. Mais ce souci qui nous tracasse, aussi insignifiant soit-il, nous empêche de nous en faire pour ce qui est véritablement tragique. Je suis certain, ayant été évacué au début de la Seconde Guerre mondiale, qu'avoir été séparé de ma famille n'a fait que me confirmer la vérité de la maxime de notre cheminée. Avoir suivi une scolarité dans une école où tous les autres élèves m'étaient socialement, financièrement, physiquement et intellectuellement supérieurs ne contribua pas non plus à la démentir. Pas plus le choix de ma profession. J'ai détesté être comptable. Si je regarde ma vie passée, je la résume en 3 mots. Des soucis, encore des soucis, toujours des soucis. Il n'y avait qu'un aspect apparemment positif dans cette vie. J'avais un vrai ami, un compagnon de chaque instant, sans lequel, j'en suis persuadé, je n'aurais pu supporter tous ces fardeaux. Mon ami était un paquet de cigarettes. Comprenez-moi bien, pas un simple paquet isolé, non. J'ai fumé à la chaîne 60 à 100 cigarettes par jour pendant 30 ans. Inutile de le préciser, cet ami avait ses défauts. Le plus important d'entre eux était que je savais qu'il me tuerait si je ne le laissais pas tomber. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais j'étais si mal après chaque tentative que je me trouvais toujours une excuse pour recommencer. Je m'étais résigné. Si la vie sans mon ami est insupportable, mieux vaut une vie plus courte mais plus heureuse avec lui. En 1983, j'ai découvert une méthode qui permettait à tout fumeur d'arrêter immédiatement, facilement et définitivement, sans avoir recours à la volonté ou avoir à souffrir de crises de manque. Pour d'évidentes raisons, je l'ai appelée la méthode simple. J'ai quitté mon métier de comptable et j'ai finalement créé le premier centre Allen Carr. Il en existe maintenant plus de 40 dans le monde et je suis reconnu comme l'expert mondial du sevrage du tabac. Il m'est vite apparu qu'au-delà du tabac, la méthode simple pouvait aussi se révéler efficace contre toutes les autres formes d'addiction. Au fond, c'est une recette pour rendre la vie meilleure. J'essaye de me souvenir de la dernière fois où je me suis inquiété de quelque chose. C'était il y a 18 ans, quand j'ai lâché mon travail de comptable et ai contracté un emprunt de 30 000 livres sterling pour ouvrir mon premier centre. J'avais peur que mon affaire de méthode simple soit un échec et de ne pas être en mesure de rembourser l'emprunt. Dans la même situation aujourd'hui, je ne m'inquiéterai pas. Non parce que j'ai l'expérience du succès, mais parce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Suis-je en train d'affirmer que depuis lors je ne me suis plus jamais inquiété de rien ? Non, bien sûr, mais le fait que je ne me souvienne pas m'être inquiété depuis si longtemps plaide en ma faveur. Je me souviens qu'avant que je ne découvre la méthode simple, ma vie n'était qu'une continuelle inquiétude. Suis-je en train d'affirmer que le reste de ma vie sera dégagé de toute inquiétude, angoisse, déprime et autres stress ? Non, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des problèmes, mais je souffre rarement de stress ou d'angoisse. Ce livre ne vous donnera pas un ensemble de trucs pratiques pour affronter les soucis, mais plutôt le pourquoi qui ferait que votre vie soit libérée des inquiétudes.
N'ai-je eu que de la chance? Au sens où, comme la plupart des gens, j'ai subi depuis ma naissance un lavage de cerveau pour croire que l'inquiétude fait inévitablement partie de nos vies, et que j'ai passé le plus gros de ce qu'auraient dû être mes meilleures années dans un état d'angoisse permanent, la réponse est non, je n'ai manifestement pas eu de chance. À l'inverse, au sens où j'ai pu m'affranchir de ce conditionnement, là où la plupart des gens en souffrent toute leur vie, alors là oui, j'ai bénéficié d'une chance exceptionnelle. Aurais-je besoin de chance? Heureusement non, on peut passer sa vie à chercher la combinaison du cadenas qui nous retient en prison. Vous pouvez être libéré de cette même prison en quelques secondes, simplement si l'on vous donne la bonne combinaison. S'inquiéter n'est pas naturel. C'est le résultat du lavage de cerveau opéré par l'humanité civilisée. Il m'a fallu presque toute ma vie pour découvrir la clé qui me sortirait de prison. Si vous vous inquiétez, vous êtes dans la même prison que moi autrefois. La même clé qui m'a libéré vous libérera également. La méthode simple est la clé qui vous apportera une vie libérée d'inquiétude. Pour faire tourner cette clé, il vous suffit de suivre les instructions. Ouvrez votre esprit. C'est la première et la plus importante des instructions. Il se trouve que c'est aussi la plus difficile à suivre. Vous percevez-vous comme une personne à l'esprit ouvert? Bien entendu, comme tout le monde. Faites ce test pour vous-même. Essayez de trouver une personne qui se définisse elle-même comme étroite d'esprit. Vous n'en trouverez pas. Par conséquent, admettez que vous et moi sommes pareils. La Terre est-elle ronde ou plate? Lorsque vous vivez en France, imaginez-vous les Australiens vivant la tête en bas ou que les Espagnols tombent du bord de la Terre? Depuis 300 ans, nous savons que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Alors, pourquoi continuons-nous à dire que le Soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest? Il s'agit là de deux exemples classiques où l'on connaît une chose tout en conservant encore une représentation totalement erronée. Concernant le lavage de cerveau, il est essentiel de s'en libérer, mais aussi de se libérer des représentations erronées. Qu'est-ce que le lavage de cerveau? Mon dictionnaire le définit ainsi. Effectuer un changement profond dans les idées et les croyances d'une personne. Je reconnais que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Mais que la Terre soit ronde ou plate est une question de fait. Pour les besoins de la méthode simple, je définis le lavage de cerveau comme suit. Convaincre une personne qu'un fait avéré est faux. Avant 1792, les habitants du monde civilisé étaient conditionnés pour croire que la Terre était plate. Nous avons été conditionnés pour croire que s'inquiéter est normal et inévitable. C'est faux. Il n'est pas facile d'avoir l'esprit ouvert. Si vous comprenez et suivez les instructions, il vous sera facile d'avoir une vie libérée des inquiétudes. Mais il n'est pas toujours facile de suivre les instructions. Pouvez-vous concevoir combien il fut difficile de convaincre des gens dont le cerveau était conditionné depuis la naissance à croire que la Terre était plate, qu'en fait elle était ronde, surtout quand tout le monde croyait qu'elle était plate et le constatait de ses propres yeux. Vous êtes dans une situation analogue. Vous n'avez absolument rien à perdre. Mettre en doute des croyances ancestrales demande de l'intelligence et de l'imagination. Cela demande aussi du courage, et c'est ce dont vous allez avoir besoin. Si vous lisez un livre sur la façon de ne plus s'inquiéter, il est logique de penser que votre vie présente n'est pas un chemin parsemé de pétales de rose, et que vous êtes probablement légèrement déprimé. Ne le soyez pas. Combien de fois dans la vie sommes-nous dans une situation où nous avons tant à gagner et rien à perdre? Pensée positive. Certains croient que la méthode simple n'est qu'un vulgaire exercice de pensée positive.
Elle en est un ingrédient indispensable et la règle d'or numéro 1. Mais c'est bien plus que cela. La pensée positive seule ne m'avait permis ni d'arrêter de fumer, ni de me libérer de mes inquiétudes. Vous connaissez ce genre de choses. Il y a toujours un bon côté à tout, ou il y a toujours pire que nous, ou encore, n'est-ce pas déjà génial d'être en vie? De telles assertions apparaissent logiques et aident vraiment dans certains cas. Cependant, elles peuvent aussi mener à la pensée négative. De tels conseils sont souvent prodigués lorsqu'il s'est produit une tragédie majeure ou mineure. Ils sont destinés à vous détourner de la tragédie. Mais de telles pensées peuvent se révéler vraiment négatives. Les autruches mettent prétendument leur tête dans le sable en pensant échapper au danger. Cela n'existe pas. Il est évident que l'autruche est 10 fois plus vulnérable avec sa tête enfouie dans le sable. Les exemples que j'ai donnés sont des entrées en matière souvent utilisées. Plutôt que d'examiner, puis de résoudre un problème, nous essayons d'en détourner notre esprit, et ce faisant, nous en prolongeons et augmentons les effets. J'étais heureux d'apprendre que les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable. Pas plus qu'aucune autre espèce sur cette planète. Et pourquoi? Nous avons déjà répondu à cette question, parce que c'est stupide. Ne trouvez-vous pas ironique que l'espèce qui adopte cette technique idiote soit aussi celle qui dispose du plus gros cerveau et se croit la plus intelligente, alors qu'en réalité, elle est moins intelligente qu'une amibe? Comment est-ce possible? Parce que chaque créature sur cette planète, l'homme compris, a été créée par Mère Nature. À l'exception de l'homme, toutes les espèces qui ont survécu jusqu'ici y sont parvenues grâce à leur instinct de survie. Elles n'avaient pas d'autre choix que de suivre les lois de Mère Nature. Ces règles sont fondées sur la sélection naturelle, en d'autres termes, 3 milliards d'années d'essais et d'erreurs. Ai-je oublié Dieu? Pas du tout, mais Dieu signifie des choses différentes selon les différentes croyances. Ce livre traite de faits et non de croyances. Quel que soit le Dieu en lequel vous croyez, celui-ci a mis en œuvre le processus de l'évolution. Nous ne pouvons nier son existence aussi. Pour éviter toute confusion ou offense, j'utiliserai dorénavant le terme de Mère Nature. Suis-je croyant? Je ne saurais répondre ni oui ni non. Mon dictionnaire définit la religion comme la croyance dans un pouvoir surnaturel qui contrôle la destinée humaine. Il définit le surnaturel comme ce que les lois naturelles ne peuvent expliquer. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un là-haut en train de s'occuper de moi. Cela dit, je crois que quelle que soit l'intelligence qui nous a créés, vous, moi ou toute autre créature sur cette terre, il s'agit d'une force plutôt positive que négative et que nous devons profiter au mieux de notre passage sur la planète. Je crois en cela, non parfois ou parce que c'est plus sympa qu'il en soit ainsi, mais parce qu'il existe des faits irréfutables. L'espèce moderne, civilisée et technique n'existe que depuis 2 siècles sur cette planète. Nous sommes tellement arrogants que nous pensons que nous en savons plus aujourd'hui que le savoir accumulé pendant 3 milliards d'années. Avant que vous ne jetiez ce petit livre à la poubelle, regardons ensemble quelques faits indiscutables. Est-il intelligent d'avoir créé une bombe si puissante que nous n'osons même pas l'utiliser contre nos ennemis? Est-il intelligent que la moitié de la population de la planète souffre de famine, quand l'autre moitié souffre de surpoids et de maladies cardiovasculaires dues à l'excès de nourriture? Pollution. Est-il intelligent de polluer nos étangs, nos lacs, nos fleuves, nos mers, les aliments que nous absorbons et même l'air que nous respirons? Est-il intelligent d'épuiser en moins de 200 ans les réserves de bois et de minerais qu'il a fallu 3 milliards d'années à créer? Est-il intelligent d'exploiter cette magnifique planète dont nous avons hérité et de transmettre à nos petits-enfants un monde bétonné et désertifié? Je m'occupe de faits. Sans doute pensez-vous que, loin de réduire vos inquiétudes, je ne fais que les augmenter. Pas du tout. Vous êtes tout aussi conscient que moi de ces faits. Ils relèvent de la politique de l'autruche.
Nous essayons d'en détourner notre esprit, mais ils sont comme de grandes ombres noires grandissant derrière lui. Ils constituent une cause majeure de notre état d'inquiétude permanent. Écoutons ce que Mère Nature nous dit. Peut-être avez-vous pensé que pour se débarrasser des inquiétudes, il fallait commencer par inverser les effets de notre bêtise. Aussi souhaitable que cela soit, telle n'est pas l'orientation de ce livre. Le fait est que les animaux sont plus affectés que nous de notre stupidité. La combinaison de la pollution avec la destruction de leur habitat naturel entraîne la disparition quotidienne d'espèces. Ironiquement, nous, cause du désastre, nous inquiétons de plus en plus de ces faits irréfutables, alors que les principales victimes ne s'en inquiètent pas d'un iota. Pourquoi ? Parce que les animaux vivent dans l'instant. Sans aucun doute s'agit-il d'une partie de leur secret. Avant que je ne découvre la méthode simple, l'imminence de ces désastres naturels m'inquiétait énormément. Aujourd'hui, plus du tout. Mon dictionnaire définit l'état d'inquiétude comme être anxieux d'une chose incertaine ou potentiellement dangereuse. La clé réside dans le mot incertaine. Règle d'or numéro 2. Si vous avez un problème, réel ou potentiel, regardez d'abord si vous avez une solution. Si c'est le cas, le problème est déjà résolu. Si vous ne trouvez pas immédiatement de solution, établissez un plan d'action. S'il implique de chercher de l'aide auprès d'amis ou de professionnels, faites-le. Si vous êtes incapable de résoudre le problème, acceptez le fait, mais ne vous en inquiétez pas. Plus facile à dire qu'à faire. Peut-être trouvez-vous la règle d'or numéro 2 évidente. Elle l'est. En fait, la plupart de mes conseils le sont. Tous les conseils que je donne sont logiques. Vous pourriez alors me demander, si vous n'avez pas de solution à un problème grave, comment réagir autrement qu'en s'inquiétant ? Je vous promets que c'est possible de ne pas s'inquiéter pour ça. Nous sommes tous confrontés à des problèmes très graves, réels ou potentiels, qui ne nous causent pas une once d'inquiétude. Regardons d'abord la règle d'or numéro 3. Vous constaterez en analysant la plupart des choses qui vous inquiètent qu'elles concernent des situations problématiques qui pourraient se produire. L'inquiétude est toujours liée à l'incertitude. Dans la grande majorité des cas, même si le pire se produit, la conséquence sera si insignifiante qu'il n'y avait pas lieu de commencer par s'inquiéter. Nous avons été conditionnés à nous inquiéter pour des riens. La méthode simple est un exercice de déconditionnement. Règle d'or numéro 3. Avant de commencer à s'inquiéter, imaginez le pire et demandez-vous si ça vaut la peine de s'en inquiéter. Instruction numéro 2. Quelle est la différence entre les instructions et les règles d'or ? Les règles d'or sont les lignes directrices que vous devrez suivre lorsque vous avez terminé la méthode simple pour vous assurer que vous menez bien une vie dégagée des inquiétudes. Les instructions sont des fils conducteurs que vous devez suivre tandis que vous lisez ce petit livre, afin de vous assurer que vous comprenez et suivrez bien les règles d'or. Toujours pas compris ? Ne vous inquiétez pas, il n'y a que 2 instructions. La première était d'avoir l'esprit ouvert. La seconde, de commencer de bonne humeur. Comment puis-je attendre de vous que vous commenciez de bonne humeur alors que tous les soucis du monde vous accablent ? Vous avez certainement déjà entendu cet adage. La jeunesse est le meilleur moment de la vie. Si c'était vrai, pourquoi le pourcentage d'enfants qui se suicident augmente-t-il ? Parce que l'école, au lieu d'être le lieu central et exaltant de l'apprentissage, de la survie et de la maturité, comme c'est le cas dans le règne animal, s'ingénie surtout à faire en sorte que, durant cette période vulnérable de notre vie, nous ne soyons pas le maillon faible. Pourquoi sommes-nous si fascinés par ces jeux de connaissances ? Est-ce notre part de sadisme qui jouit de voir des médecins, des psys et autres professeurs se tortiller
devant une animatrice diabolique auprès de laquelle le pire moine de l'Inquisition espagnole passerait pour Mère Teresa? Je ne crois pas. Je pense que ces jeux télévisés sont populaires parce qu'ils nous permettent d'étancher notre soif naturelle de connaissance dans le confort de nos foyers et non de revivre les humiliations subies dans les salles de classe. Règle d'or numéro 4. C'est la peur de paraître ignorant qui nous maintient dans l'ignorance. Au cours de votre vie, vous avez certainement déjà assisté à une conférence donnée par un expert dans telle discipline. Pour vous, l'expert s'exprime dans un sabir inintelligible. Vous regardez les autres et comprenez qu'ils sont tout aussi perdus que vous. Soudain, quelqu'un a le courage de lever le doigt et dit « Pardonnez-moi d'être aussi obtus, mais je n'ai pas compris un traître mot de ce que vous venez de dire. » Seuls bâton et pierre peuvent briser mes os est l'un des premiers mantras que l'on apprend à psalmodier, sans jamais en appréhender toute la profonde vérité. Lorsque cette personne se lève, la méprisons-nous pour autant? Au contraire, nous l'envions d'avoir le courage d'admettre qu'elle ne comprend rien. Cela ne lui a demandé aucun courage, pas plus que cela ne vous en aurait demandé. Nous avons été conditionnés à avoir honte lorsque nous ne comprenons pas quelque chose. Ce lavage de cerveau est le plus gros obstacle à surmonter avant d'éloigner l'inquiétude de notre vie. Retrouver le plaisir en assumant son ignorance. Est-ce à dire « je suis idiot et fier de l'être » ? Non, c'est l'exact opposé. Personne ne veut passer pour un idiot à moins de l'être vraiment. Il est vrai que certains sont plus intelligents que d'autres, mais chaque cerveau humain peut développer des capacités insoupçonnées. À quoi bon avoir des jambes si nous avons peur de les utiliser? À quoi bon avoir un cerveau si on ne l'utilise pas? Comment éliminer votre ignorance si vous n'admettez pas que vous en avez? Retrouvez le plaisir en se libérant du lavage de cerveau. Notre cerveau a été lavé pour s'inquiéter. Nous avons été conditionnés pour ne pas reconnaître que nous sommes ignorants, que nous avons des peurs et des faiblesses. Quelle est la seule raison de notre inquiétude? C'est que nos vies sont gouvernées par dame chance, par le destin, par nos proches ou encore par nos gouvernants et non par nous-mêmes. Je vous garantis que l'intelligence supérieure qui a créé chacun d'entre nous nous a donné les moyens de maîtriser nos vies et de mener une existence sans souci. Les termes inquiétude, problème, stress et peur sont-ils synonymes? Non. Lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement fort, les problèmes cessent de vous inquiéter et deviennent d'intéressants défis à relever. Un important chef d'entreprise considère son métier stressant, mais où réside le vrai stress? Il sait d'où vient son prochain repas, qu'il dispose d'un gîte sûr et confortable, et qu'il ne sera pas attaqué par des animaux sauvages en sortant de chez lui. Son scénario cauchemar est de perdre son travail. En quoi cela menace-t-il sa vie? Les animaux sauvages ne sont pas victimes du stress. Tout au long de sa vie, un lapin peut être attaqué par des renards. Il n'est même pas en sécurité dans son terrier. Mais il est doté d'adrénaline et autres substances pour gérer cet état de fait. Il peut se nourrir et nourrir sa famille et se reproduire à un rythme plus soutenu que l'homme. Le lapin moyen est bien plus heureux que l'humain moyen. Le seul moment où un animal sauvage souffre de stress, c'est lorsqu'il est mis en cage par les hommes. Les stress de la captivité. Nous détestons voir un animal arpenter sa cage, car cela nous rappelle les prisons que nous nous sommes créés. Nous sommes la seule espèce qui s'impose d'aller à l'école et de passer la moitié de sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Nous sommes la seule espèce qui ait appris à pleurer. Quel est l'instinct primordial de toutes les créatures vivantes? L'instinct de survie. Pourquoi? Parce que notre plus grand cadeau, est la joie simple d'être vivant. Nous sommes la seule espèce qui ait transformé cette joie simple en une telle détresse que nombre d'entre nous préfèrent le suicide à la vie. Suis-je en train de dire qu'il faut retourner à l'état sauvage? Non.
Le monde moderne présente de trop nombreux avantages tels que d'être libéré de la recherche de la pitance et de l'attaque d'animaux sauvages, un gîte sûr et confortable, des systèmes de communication et des moyens de transport rapides et bon marché. Il est exact que nos cerveaux sont bien supérieurs à ceux des nombreuses autres espèces. C'est pourquoi nous devrions les utiliser pour rendre nos vies plus agréables et non l'inverse. C'est ce que cherche la méthode simple. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur. Je n'ai compris la vérité profonde de cette déclaration de Franklin Delano Roosevelt qu'après avoir découvert la méthode simple. Quelle est la cause de la crise de 1929 ? Ce n'était ni la famine, ni les inondations ou une autre épidémie. C'est le crash de la bourse à Wall Street. En d'autres termes, un excès d'optimisme s'appuyant sur une économie spéculative suivi d'une panique lorsque la bulle a explosé. Roosevelt a réglé le problème en restaurant la confiance. Règle d'or numéro 5. C'est d'arrêter de considérer la peur comme une ennemie ou une faiblesse. La peur est une fantastique technique de survie dont Mère Nature a doté toutes les créatures vivantes afin de les aider à éviter de se blesser ou de mourir. Vous ne devriez pas plus avoir honte de la peur que d'une alarme anti-vol ou de détecteur de fumée chez vous. Nous confondons peur et phobie. Les peurs d'être agressé, du vide, du feu, d'étouffer, de tomber, etc. sont totalement naturelles et indispensables à notre bonheur. La peur est comme une alarme anti-vol, elle nous prévient que nous pourrions nous blesser ou mourir, ce qui nous permet de modifier notre comportement. La peur est une amie. La phobie est une peur irrationnelle, une peur qui ne repose pas sur des bases logiques. Ne confondez pas peur et inquiétude. La peur, exactement comme une alarme anti-incendie, peut vous prévenir d'un danger réel ou non. Si le danger est réel, éliminez votre inquiétude en appliquant la règle d'or numéro 2. Dans notre société occidentale, il y a très peu de dangers qui ne puissent être aisément écartés. Si le danger s'avère ne reposer sur rien, il y a encore moins de raisons de s'inquiéter. Les principales causes d'inquiétude. Regardons-en quelques-unes de près. Dépendre de quelque chose, de quelqu'un ou d'une structure pour quelque chose qui nous paraît vital à notre bonheur. C'était le numéro 1. 2. Se sentir physiquement ou mentalement inadapté. 3. S'inquiéter pour sa santé ou de celle d'une personne aimée. 4. Se sentir coupable. 5. Se lamenter sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Se lamenter sur ce qui est fait. 6. Le doute et l'indécision. Cas particulier. Maintenant, pensez à un problème qui vous soucie en ce moment ou qui a été cause d'inquiétude dans le passé. Vous verrez qu'il relève d'une ou de plusieurs des 6 causes. La mère d'un enfant anormal, fumeuse durant sa grossesse, peut s'inquiéter pour ces 6 raisons. Reprenons-les toutes, non plus par ordre numérique, mais de difficulté. La règle d'or numéro 6 est « Ne pas se lamenter sur ce qui est fait ». Combien de fois avez-vous prononcé ou entendu cet adage archi-connu ou son équivalent ? Il ne sert à rien de fermer à clé la porte de l'étable si le cheval l'a déjà verrouillée. Si nous admettons la sagesse de cette opinion, pourquoi passons-nous autant de temps à nous flageller pour ce qui est fait ? C'est le syndrome du maillon faible. Notre cerveau a été lavé pour croire que commettre une erreur est un crime qui mérite punition et que si les autres ne nous l'administrent pas, nous nous faisons un devoir de nous l'administrer nous-mêmes. Cela peut prendre du temps. Le lavage de cerveau est permanent depuis de nombreuses années et profondément enraciné. Ne vous inquiétez pas si cela demande du temps pour s'en affranchir. Rome ne s'est pas faite en un jour. Si vous en êtes à vous lamenter sur l'irrémédiable, tapez-vous sur les doigts. Vous verrez combien il est gratifiant d'admettre, sans faillir, ces désastres qui vous auraient auparavant détruits. Vous savez qu'il est inutile de pleurer sur ce qui est fait, alors entraînez-vous à ne plus le faire. Révision. Je n'ai toujours pas répondu à la question posée plus tôt.
Si vous n'avez pas de solution à un problème grave, comment réagir autrement qu'en s'inquiétant? Si le désastre a déjà eu lieu, ce qui est fait est fait. Si vous redoutez qu'il se produise et ne pouvez contrôler cette situation, il n'y a pas lieu de s'en soucier. Règle d'or numéro 7. N'ayez pas peur de vous tromper. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Une fois de plus, apprécions la vérité profonde de ce proverbe. Partant du principe que nous sommes responsables, agissons avec raison. Commettre des erreurs n'est pas un crime. L'ignorance non plus n'est pas un crime. En revanche, nous sommes en faute si nous avons honte d'admettre notre ignorance, et qu'en conséquence, nous ne faisons rien pour améliorer la situation. Reconnaissez que faire des erreurs ne doit pas vous causer de soucis, et qu'il s'agit d'un ingrédient capital pour mener une vie dégagée de soucis. La clé est de parfaitement maîtriser sa vie. Comment peut-on totalement contrôler sa vie? Un météorite géant peut s'écraser et tous nous exterminer comme ce fut le cas pour les dinosaures. Il ne s'agit pas là de vie, mais de mort. Cela prouve ce que je dis. Si notre principal instinct est celui de survie et notre principale source de bonheur d'être en vie, alors quel est le pire des scénarios? Ce n'est plus de vivre, mais de mourir. Vivez-vous avec l'angoisse de la mort? De nombreuses personnes vivent avec et mènent de tristes existences. Curieusement, la seule fois où je me souviens m'être inquiété de mourir était quand j'étais un petit garçon, lorsqu'il était le moins probable que cela m'arrive. Vers la cinquantaine, je l'attendais. Cela ne m'inquiétait guère. Pourquoi ça? Parce que ma qualité de vie était devenue si mauvaise et fumer m'avait tellement affaibli physiquement et mentalement que la mort était devenue une alternative acceptable. La mort me préoccupe-t-elle toujours aujourd'hui? Jamais. C'est assez ironique. Plus je vieillis, plus elle se rapproche et plus chaque jour me semble précieux. Aujourd'hui, je me sens physiquement et mentalement fort. J'ai appris à ne plus me lamenter sur ce qui est fait ou à m'inquiéter de ce sur quoi je ne peux exercer aucun contrôle ou qui ne se produira jamais. Pourquoi je ne me soucie plus de ma mort prochaine? Pour la même raison qui fait que je ne me préoccupe plus de la fin des vacances. Je m'efforce de parvenir à savourer chaque précieux instant. Mais la mort n'est-elle pas le pire des scénarios? Sans doute ne pouvez-vous imaginer pire, moi de même, mais il demeure toujours le choix possible de la mort. Dans ce sens, c'est le pire scénario. Peut-être, le suicide est-il contraire à vos principes religieux, c'est votre affaire. Mère Nature est pleine de compassion. Personnellement, j'ai du mal à croire que le même Créateur qui, pour quelque raison que cela soit, m'a fait le précieux don de la vie, ne me donne pas le droit de la rejeter si elle me devient insupportable. Comment la mort d'un enfant ne peut-elle pas être ce qu'il y a de pire? Je ne promets pas une vie dont les tragédies auraient été exclues, ni que votre existence se transforme en un chemin parsemé de pétales de roses. Les tragédies sont inévitables, qu'il s'agisse ou non de la mort d'un proche. Mais ne confondons pas pleurer une mort et s'inquiéter. Pleurer une mort nous permet d'amortir les effets de la tragédie. Les larmes manifestent le tragique et aident à le surmonter. Et ne nous sentons-nous pas un peu mieux après avoir beaucoup pleuré? Nous savons que nous pouvons surmonter ces épreuves, mais ce serait du masochisme de s'interdire de pleurer. La clé est-elle de vivre pour l'instant présent? Au contraire, la raison principale qui rend la vie de la plupart des gens pleine de sujets d'inquiétude est qu'ils ont vécu pour l'instant présent. Vous ne pouvez pas profiter de vos formidables vacances si vous ne les avez pas préparées et gagné assez d'argent pour vous les offrir. Vous pouvez jouir des vacances elles-mêmes, de leur anticipation et même du travail que vous avez fourni pour pouvoir vous les offrir. Plus les vacances sont agréables, plus vous êtes déprimé le lundi matin de votre retour au travail. Ne gâchez pas ces vacances, en ressassant le fait qu'elles soient finies. Ce faisant, vous transformeriez une magnifique expérience en eau de boudin. S'il n'y a pas de raison de se lamenter sur ce qui est fait, il y a encore moins de raison de se lamenter lorsque ce qui est fait est bien fait. Voilà un exemple où il est capital de penser positivement. Vous avez le choix.
soit vous complaire dans cette détresse, soit repenser aux merveilleux moments passés et préparer les prochaines vacances. La vie ne vous rend que ce que vous lui avez donné. Encore une phrase rebattue, mais cette fois-ci seulement en partie exacte. Comme pour les vacances, vous n'en bénéficiez que si vous les avez préparées et disposez d'assez d'argent. Les animaux sauvages n'enseignent à leurs petits que ce dont ils ont besoin d'apprendre pour grandir et mener une vie heureuse. Concentrez-vous sur cet effort et vous recevrez 1000 fois plus. La règle d'or numéro 8 est « Investissez dans le futur ». Un exemple évident concerne l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Généralement cité par ceux qui n'en ont pas, ce vieil adage contient beaucoup de vérité. Dans la plupart des cas, l'argent accroît les problèmes des riches. On y oppose toujours la phrase suivante : « Je préfère être malheureux avec de l'argent plutôt que sans », ce qui est vrai aussi. Lorsque je demande aux gens d'énumérer leurs inquiétudes passées, présentes et à venir, l'argent est à l'origine de la majorité d'entre elles. C'est ainsi, même lorsque l'inquiétude touche leurs enfants ou leurs parents, même lorsque les gens inquiets ont assez d'argent pour vivre et préserver leur niveau de vie jusqu'à la fin de leurs jours. Ne sous- ou surévaluez pas la valeur de l'argent. J'ai été, durant la plus grande partie de ma vie, un expert comptable prospère, mais mal dans ma peau, malheureux et souhaitant toujours avoir plus d'argent. Depuis que j'ai découvert la méthode simple, je gagne au moins autant d'argent qu'alors, je suis heureux, insouciant et j'ai réalisé que j'avais plus que je ne pouvais dépenser. Je ne suis pas moralisateur. Si vous êtes physiquement et mentalement fort, gagner largement sa vie cesse d'être un problème. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous pouvez toujours largement gagner votre vie, mais il est peu probable que vous soyez heureux. Je n'ai pas besoin d'être millionnaire pour être riche. Quel est l'intérêt d'accumuler d'immenses richesses en quantité supérieure à vos besoins, sinon pour vous apporter plus de bien-être ? Tant de gens passent des années à travailler dur pour gagner de l'argent, en y laissant leur santé, et lorsqu'ils ont atteint leur objectif, découvrent qu'ils n'ont pas d'amis et retirent peu de plaisir de ce qu'ils peuvent désormais s'offrir. Il vaut bien mieux aligner ses dépenses au niveau de ses revenus et mettre un peu de côté et passer votre vie à faire ce qui vous rend heureux. Ne pas confondre responsabilité et stress. J'ai été conditionné pour croire que le métier d'expert comptable était un métier à responsabilité. Quelle était cette si importante responsabilité ? Si je me trompais, ma vie était-elle menacée ? C'était certainement stressant, mais parce que je détestais ça, et les responsabilités n'avaient rien à y voir. Mon activité actuelle est terriblement responsable. Une erreur peut coûter à mes clients leur bonheur ou même leur vie. Est-ce que je trouve cela stressant ? Au contraire, j'adore. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Vous devrez y passer. Tout comme moi, de nombreuses personnes perdent des années à réaliser des rêves pour lesquels on les a conditionnés. C'est comme de tomber dans une rivière en crue et passer le reste de votre vie tributaire de ces flux et reflux. Je ne vous recommande pas de vous retirer de la société contemporaine. Elle a bien trop à nous donner. Mais arrêtez-vous et prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. À ce stade, ne vous inquiétez pas de savoir si ce sera réalisable ou non. Prenez cette décision lorsque vous aurez refermé ce livre. Je ne me considère pas comme un grand écrivain, mais plutôt comme quelqu'un qui a un message à transmettre. Dans la préface, je vous ai fait part de mon inquiétude quant au succès de la méthode simple. Je savais pourtant qu'elle marcherait avec les fumeurs, mais étais-je habilité à transmettre cet important message ? Je suis perfectionniste et très consciencieux, et je viens de me rappeler mes devoirs envers vous. Durant un court instant, j'ai été inquiet d'échouer dans l'établissement d'une bonne communication avec vous. Pourquoi ce moment fut-il bref ? Parce que je me suis rapidement souvenu de l'un des principes de la méthode simple. Ce n'est pas un crime de se tromper. Même si je me trompe, cela n'a rien de dangereux. Si je n'écris pas ce livre, vous ne pouvez en bénéficier. Je sais qu'il m'est impossible d'atteindre la perfection,
Par conséquent, je ne m'en inquiète pas, mais essayer de l'approcher m'oblige à donner le meilleur de moi-même, tout en me donnant bonne conscience et l'esprit libre. On peut vous reprocher de ne pas essayer de donner votre meilleur, mais personne, vous inclus, ne vous reprochera de ne pas y parvenir. Peut-être vous dites-vous, tout ça marche bien avec Allen Carr. Pour lui, c'est formidable d'avoir bonne conscience et l'esprit libre. Mais que se passe-t-il s'il échoue à transmettre son message ? J'ai le plaisir de vous rappeler que vous êtes exactement dans la même position, celle où il n'y a absolument rien à perdre. Laissez-moi vous rappeler l'instruction numéro 2. Commencez de bonne humeur. Êtes-vous de bonne humeur ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Est-ce un si mauvais marché ? Après tout, vous n'avez absolument rien à perdre. Vous pouvez me croire, mener une vie dégagée d'inquiétude est une possibilité magnifique. Peut-être est-ce votre problème que ce ne soit seulement qu'une possibilité. Non, ce n'est pas qu'un espoir. La vie a été conçue pour être vécue ainsi. Pour 99,999% des créatures vivantes sur cette terre, c'est ainsi. Ce n'est que la plus intelligente des créatures qui sait créer des sources d'inquiétude. Vérifions cela. Votre chien s'est-il déjà inquiété ? La réponse est indiscutablement oui. Il montre de l'inquiétude lorsque l'heure du repas ou de la promenade est dépassée. Il s'inquiète lorsque vous lui interdisez d'approcher une chienne en chaleur. Il s'inquiète lorsque vous êtes mécontent parce qu'il n'a pas respecté vos règles. Mais, plus que tout, il s'inquiète lorsqu'il est privé de ceux dont il est aimé, ignorant s'ils vont revenir et quand, car il dépend de leur amour. Les inquiétudes de votre chien sont causées par sa dépendance à ses maîtres. C'est la raison pour laquelle ils sont si heureux de vous retrouver après une longue absence. Votre chat s'est-il jamais inquiété ? Je dirais non. J'en suis arrivé à cette conclusion après être sorti de mon lit bien chaud par une nuit froide d'hiver pour laisser entrer dans la maison une chatte errante qui avait décidé que notre demeure pourrait lui convenir. J'avais installé une litière dans la cuisine, mais elle a été dédaignée au profit du plus grand plaisir de me laisser attendre qu'elle ait fini son tour du propriétaire, sa queue bien dressée. Je fus convaincu ce soir-là que sa vie était dénuée de toute inquiétude. Être libéré des inquiétudes signifie maîtriser les choses, et non pas dépendre d'autrui pour ce qui nous est vital. Cela comprend d'avoir assez de temps et d'argent pour les loisirs, le sport et les hobbies. Cela implique aussi d'accepter et de ne pas s'angoisser pour d'éventuels problèmes que nous ne maîtrisons pas. Une cause d'inquiétude répandue et dont il est difficile de se défaire est « Quelqu'un dépend de vous ». Le pire des scénarios est peut-être celui de la personne qui élève seule un enfant handicapé et s'inquiète de ce qu'il en adviendra si elle meurt. Je ne dis pas que tout le monde pourra jouir d'une vie dénuée d'expériences traumatisantes. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a jamais de raison de s'inquiéter d'un tel malheur, soit en se disant qu'il va se produire, ou une fois qu'il s'est produit. Prenons quelques exemples. Mettre votre chien au chenil. Vous avez besoin de vacances et n'avez d'autre choix que de confier votre chien à un chenil. Vous devez prendre une décision, partir en vacances et accepter que votre chien se morfonde ou perdre vos vacances. Ne confondez pas réfléchir et s'inquiéter. Tant que vous n'avez rien décidé, vous n'avez pas perdu vos vacances et votre chien ne se morfond pas. Il n'y a pas lieu de se tourmenter. Une fois votre décision prise de perdre vos vacances ou que votre chien se morfonde, se lamenter revient à revenir sur ce qui est fait. Il serait vraiment dommage de gâcher vos vacances parce que votre chien se morfond. Ne les gâchez pas. Prendre une décision est-il toujours source d'inquiétude ? Uniquement si vous avez peur de prendre une mauvaise décision. Nous en avons déjà parlé, ce sont les doutes et l'incertitude qui créent l'inquiétude. En d'autres termes, ils vous empêchent de prendre une décision. Nous en avons également déjà parlé. Pesez le pour et le contre, cherchez les informations complémentaires dont vous avez besoin, et si la décision n'est pas évidente à prendre, cela signifie probablement qu'il n'y a pas grande différence entre les choix. Si le choix s'avère désastreux, il n'y a pas lieu de s'en vouloir ou de se lamenter sur ce qui est fait. Tirez un enseignement de la manière dont vous avez procédé afin d'éviter de commettre à nouveau la même erreur.
Comment peut-on éviter de s'inquiéter de souffrir? Vous trouverez peut-être la distinction difficile à saisir, mais nous ne nous soucions pas vraiment de la douleur lorsque nous souffrons. Ironiquement, si c'est assez grave, nous ne sommes plus inquiétés par d'autres sujets. J'ai souffert d'une rage de dents aiguë durant 1 semaine. Je ne suis pas courageux physiquement et trouve la douleur extrêmement déplaisante et obsédante. Mais je ne m'en inquiète pas. J'ai déjà pris la décision de régler la question en prenant rendez-vous chez le dentiste. En attendant, je n'ai pas d'autre choix que de prendre mon mal en patience et je ne vais certainement pas aggraver la situation en m'inquiétant. Il est possible de s'inquiéter de souffrir. Avant de découvrir la méthode simple, je pouvais endurer mes rages de dents aiguës pendant des mois parce que je redoutais d'aller chez le dentiste. Pourquoi m'exposais-je à des douleurs prolongées et m'inquiétais-je alors que le traitement de mon mal était pratiquement indolore? J'avais eu le cerveau lavé. Je m'inquiétais car je croyais que ces douleurs longues et inexpliquées étaient causées par un cancer. Elles ne l'étaient pas, alors pourquoi me torturais-je moi-même en m'inquiétant? Parce qu'il aurait pu s'agir d'un cancer? Exactement, mais m'inquiéter m'aurait-il aidé de quelque manière que ce soit? Le couple que je connais. Le mari, ne supportant plus les infidélités de sa femme, avait quitté le domicile familial. Il s'était alors réfugié dans l'alcool et a l'air aujourd'hui aussi heureux qu'un clown cocu. Je ne le juge pas. Sa femme doit maintenant tout assumer. Bien sûr qu'elle est sous une forte pression et que sa qualité de vie s'est dégradée. Mais elle reste gaie. Une mère a-t-elle d'autre choix que de donner le meilleur à ses enfants tant qu'elle est vivante et assurer au mieux leur avenir pour le cas où elle disparaîtrait? À ce stade, il n'y a pas lieu de surcharger sa vie en s'inquiétant. Je pense que j'ai de la chance. Vous pourriez bien vous dire, cela lui va bien à Allen Carr de se trouver qu'il a de la chance. La plupart de mes soucis s'envoleraient si j'avais sa fortune. Aussi étrange que cela puisse paraître, lorsque j'étais un gamin des rues, je ne me sentais pas pauvre. Et quand je suis devenu un expert comptable prospère, je ne me suis jamais senti riche. Je n'ai eu de la chance que dans la mesure où j'ai découvert la méthode simple. Comment la méthode simple a-t-elle pu changer ma vie à ce point? Je croyais que les hommes étaient moins forts physiquement que les animaux sauvages. Je croyais aussi que j'étais intellectuellement et socialement inférieur aux autres. La méthode simple n'a modifié ni mon potentiel physique, ni mon potentiel intellectuel. Elle m'a simplement permis de réaliser que j'avais subi un lavage de cerveau, que j'étais physiquement aussi fort que les animaux sauvages et infiniment supérieur intellectuellement. Telle est la règle d'or numéro 9 et la clé d'une vie libérée des inquiétudes. La méthode simple m'a permis de comprendre qu'il n'y avait jamais lieu de se faire de soucis. Vous avez autant de chance que moi. Les conditions sont strictement les mêmes pour vous comme pour chaque être humain. Vous avez maintenant découvert la méthode simple, et les bénéfices que vous en retirez n'ont rien à voir avec la chance. En revanche, ils ont à voir avec le fait de savoir si vous avez compris les instructions et les règles d'or, et avez le désir de les appliquer. La règle d'or numéro 10 a pour fonction de s'assurer que vous transformez votre potentiel en réalité. Faire de rien des montagnes. Avant la méthode simple, je passais le plus clair de mon temps à m'inquiéter de choses insignifiantes et à faire de rien des montagnes. Lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement fort, même les revers vraiment importants deviennent des épreuves à surmonter plutôt que des coups qui vous laissent KO. Imaginez la force d'un tigre avant l'apparition de l'homme. C'est comme ça que je me sentais. 18 ans plus tard, ayant atteint le 3e âge, je me sens toujours aussi fort. Il n'y a rien de tel que l'âge. Les enfants disent « j'ai 7 ans et demi ». Le demi est important, l'enfant veut apparaître plus âgé qu'il n'est. Et puis, subrepticement, on rebrousse chemin et on souhaite paraître plus jeune. On nous a lavé le cerveau pour croire que la vieillesse est une espèce de maladie. Les animaux ne comptent pas leurs années et n'ont donc pas ce problème. Si vous tenez une bonne forme physique et mentale, peu importe que vous ayez 7 ou 77 ans. C'est un grand « si ». Non, ce n'est pas un grand « si ». Nous sommes faits des mêmes os et muscles que les tigres. Sinon,
Comment aurions-nous pu coloniser toute la planète, y compris les zones au climat les plus hostiles? Quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression de commencer à vieillir, et quand j'en avais 40, d'être vieux. Était-ce si surprenant? Depuis l'âge de 15 ans, j'intoxiquais quotidiennement mes poumons et mon foie, et pesais 2 tonnes de trop par excès de malbouffe. Le miracle n'est pas que je me sois senti indolent, vieux et triste, mais que j'aie survécu à tout ça. La machine la plus résistante de la Terre? Il s'agit tout simplement de votre corps. En dépit du fait que vous ayez bien abusé de lui, il tient en moyenne 60 ans. Sans ces excès, il tiendrait 100 ans, sans aucune panne, sans besoin de changer des pièces et sans entretien particulier. Pourquoi traitons-nous notre corps aussi légèrement? Un élément de réponse est qu'il est si solide, qu'il résiste si bien aux excès, qu'on n'imagine pas de changer notre comportement à son égard. Mais la raison principale est que nous optons pour une vie plus courte, mais plus agréable. Combien de fois avez-vous entendu l'expression « c'est mon seul plaisir dans la vie » ? Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour en déduire que la personne qui prononce cette parole s'oppose à l'idée de réduire ou d'arrêter sa consommation de tabac ou d'alcool, ou bien refuse de modifier sa façon de se nourrir ou d'en réduire les quantités. Une grande partie du lavage de cerveau consiste à nous faire croire qu'il y a du plaisir et ou un soutien à attendre de la nicotine et du tabac, et que la seule nourriture goûteuse est celle qui nous est la plus dangereuse. Ça y est, je vois l'entourloupe. À ce stade de la lecture, vous vous demandez sans doute si pour mener une vie libre de toute inquiétude, il suffit d'arrêter de fumer, de boire et de suivre un régime à base de fruits frais et de légumes bouillis. Vous vous demandez peut-être même si ma motivation secrète n'est pas de vous amener à acheter une autre de mes méthodes simples. Je vous jure que non. Si c'était le cas, je susciterais en vous de l'inquiétude et non l'inverse. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché à convaincre les fumeurs d'arrêter de fumer. Je leur ai simplement facilité la tâche. Vous n'avez rien à laisser tomber. J'ai mentionné le tabac et l'alcool simplement parce qu'ils occupent une place importante dans le lavage de cerveau qui nous amène à croire que nous sommes physiquement et mentalement faibles. Nous savons tous qu'avant de commencer à fumer ou à boire, nous pouvions apprécier des moments en société et gérer notre stress. Pas plus n'ignorons-nous que les non-fumeurs et les non-buveurs vivent très bien sans. Pour être libérés des inquiétudes, vous devez comprendre que Mère Nature nous a déjà dotés de toutes les drogues dont nous avons besoin pour être forts, profiter et gérer sa vie. Pouvez-vous imaginer une vie privée de l'usage de nos sens ? C'est déjà terrible de n'être aveugle, sourd ou muet, mais imaginez cumuler les trois et être en plus privé du toucher et de l'odorat. Nous considérons la peur, la faim, la soif et la douleur comme néfastes, alors qu'il s'agit d'alertes qui nous préviennent si un danger, la déshydratation ou la faim menacent notre corps. La douleur peut être très désagréable, mais elle nous informe aussi que notre corps est menacé. Les sens nous permettent d'être conscients des dangers, de nous en écarter ou d'en réduire la portée. Nous associons sophistication et fragilité. Jetez votre téléviseur sur un sol de béton et il ne marchera plus. C'est parce que notre corps est si sophistiqué que nous pensons qu'il doit être terriblement fragile. Nous voyons toujours les bébés comme très vulnérables. Encore sont-ils souvent les seuls survivants d'épouvantables accidents de la route. Tous les médecins savent que le plus puissant des remèdes n'est pas les pilules qu'ils prescrivent, mais notre système immunitaire. Votre corps vous fournira automatiquement des drogues comme l'adrénaline en quantité nécessaire, au moment nécessaire. De nombreux médecins sont inquiets. Au moment où les évidents bienfaits matériels de la révolution industrielle se payent maintenant par la pollution et l'épuisement des ressources naturelles, de nombreux médecins sont soucieux de constater que loin de s'éteindre, des maladies comme la petite vérole, la malaria ou la polio survivent sous des formes encore plus virulentes. Les antibiotiques eux-mêmes semblent perdre de leur efficacité. Il ne faut pas oublier que la grande majorité des maladies a été causée plutôt que soignée par la médecine moderne. Notre système immunitaire se détériore-t-il progressivement et avez-vous remarqué que l'on découvre plus de maladies que l'on ne parvient à en soigner ?
Oh, les jolies petites pilules! On m'a conditionné pour croire qu'indigestion et constipation sont des états normaux. Mon médecin m'a prescrit des pilules et fait commencer un traitement. Ce n'est pas avant l'âge de 50 ans que j'ai découvert que ces soins modifiaient mes habitudes alimentaires. Le corps médical est le premier à défendre qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que les causes majeures de maladies mortelles comme le cancer ou tout ce qui est cardiovasculaire sont les régimes, le tabac, l'alcool et la pollution, lesquels peuvent faire l'objet de prévention. Alors, pourquoi se concentre-t-on plutôt sur la petite pilule magique que sur la prévention? Comment y parvient-on? Il est évident qu'il serait absurde de construire un château sur un terrain meuble. Il faut respecter quelques principes de base pour mener une vie dégagée d'inquiétude. Le premier est de se sentir en forme physique et mentale. C'est la clé qui vous permettra de respecter les autres bases. Comment y parvenir? Souvenez-vous que nous sommes nés programmés pour nous sentir physiquement et mentalement forts, et que nous avons subi un lavage de cerveau pour croire le contraire. Force physique. Il n'y a pas besoin de ressembler à Arnold Schwarzenegger. Il n'y a pas besoin de se battre contre des tigres ou des personnes plus fortes que vous. Dans nos sociétés occidentales modernes, la force mentale est la clé. Vous ne la trouverez certainement pas si vous manquez d'énergie et si vous vous sentez physiquement malade. C'est la simplicité même. Arrêtez de faire ce qui vous rend amorphe et faites de l'exercice. Cela ne signifie-t-il pas abandonner le tabac et l'alcool? Non, pas du tout. Ni que vous devez passer des heures assis sur un cyclorameur. Facilitez-vous la vie, pratiquez un loisir comme le jogging, la marche, le tennis, le golf ou n'importe quel autre, pourvu qu'il vous donne non seulement un bénéfice physique, mais vous procure aussi du plaisir à le pratiquer. De nombreuses personnes en parfaite forme physique continuent à boire et à fumer. Mais n'oubliez pas que la plupart de ceux qui s'arrêtent le font parce qu'ils n'aiment plus se sentir mou et que je ne peux pas en rajouter plus sur le plaisir de se sentir en forme et libéré des inquiétudes. Imaginons que vous ayez un handicap physique. Cela ne vous interdit pas forcément de vous sentir plein d'énergie et bien dans votre corps. Il suffit de regarder les Jeux paralympiques pour voir l'incroyable niveau de forme physique que peuvent atteindre les handicapés. L'énergie est un atout majeur, bien plus important que l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais je préfère être malheureux avec. C'est certain, mais vous passez à côté du véritable objectif. Qu'y a-t-il de si génial à être malheureux tout en ayant de l'argent? L'énergie permet de vous sentir bien, que vous soyez riche ou non. Elle vous aidera aussi à atteindre la sécurité financière que vous souhaitez. Imaginons que vous soyez né avec une déficience mentale. Certains naissent avec une déficience mentale et l'une des bontés de Mère Nature est qu'ils en ont une conscience limitée et qu'ils ne sont guère accablés par les nombreuses autres choses qui inquiètent les gens dotés de toute leur tête. Cela dit, si vous avez la capacité de lire ce livre, vous avez en vous les ressources pour devenir un monstre d'intelligence. De la bêtise au génie. Quand j'étais jeune, on m'accusait souvent d'être bête, et je le croyais. Depuis que j'ai découvert la méthode simple, on parle parfois de moi comme d'un génie. Est-ce que je me considère comme tel? Non, je suis la même personne. Enfant, comme je manquais de confiance en moi, j'étais influencé par ces sarcasmes. Aujourd'hui, je suis maître de moi et fort, j'aime recevoir des compliments, mais je n'ai ni envie ni besoin de me faire croire que je ne suis pas quelqu'un de normal. Ce que j'ai appris et voudrais que vous découvriez, c'est qu'une personne normale est quelqu'un de vraiment unique. Aimeriez-vous gagner à la loterie? Ou être un champion? Vous l'êtes déjà, comme moi et toutes les autres personnes sur cette planète. Pour naître, vous avez dû vous battre contre des millions d'autres spermatozoïdes pour arriver premier dans la course à la fertilisation de l'ovule. Nous avons tous raison d'être fiers de nous. Peut-être avons-nous eu de la chance, mais
nous avons aussi montré une grande persévérance. Même les champions olympiques ne se mesurent pas à des millions d'adversaires. Nous sommes tous des personnes vraiment uniques. Nous ne pouvons pas tous découvrir la méthode simple. Je suis d'accord, j'ai eu de la chance. Certains pensent qu'il y a moins d'opportunités aujourd'hui qu'hier, et c'est absurde. Quand le niveau technologique monte, les opportunités augmentent d'autant. Cela demande un effort à un bébé d'apprendre à marcher et à parler. Mais imaginez sa vie s'il n'avait pas fourni cet effort. Ce premier effort est 1000 fois récompensé. Mon dessin animé préféré montre un jeune homme durant son premier jour de travail dans la société de son père. Les sous-titres. Ce matin, tu commences avec Monsieur Jones, notre responsable export. Je veux que tu te branches sur son cerveau et apprennes tout ce qu'il sait. Ensuite, cet après-midi... Bien entendu, Monsieur Jones n'a pas l'air très heureux, mais le principe est mis en pratique. Lorsqu'un cadre dirigeant se vante d'avoir 50 ans d'expérience, ce qu'il dit vraiment c'est « Ce que j'ai appris en 50 ans, je peux te l'apprendre en 3 semaines ». L'aisance financière est une des clés d'une vie soulagée des inquiétudes. C'est un fait établi que la majorité des milliardaires ne sont pas des virtuoses de la finance qui ont planifié leur carrière. Ce sont plutôt des gens qui ne pouvaient obtenir un travail et qui ont été contraints de se débrouiller seuls ou qui sont tombés sur une bonne idée ou qui ne trouvaient pas de boulot dans leur village ou dans leur pays ou encore qui travaillaient pour quelqu'un d'autre et ont pensé un jour « Je suis sûr que je pourrais faire mieux ». Apprendre. Tant d'entre nous ont été conditionnés à croire que nous ne sommes pas assez malins, qu'il faut craindre d'apprendre ou encore qu'il faut avoir peur de se tromper. Si vous voulez obtenir plus de la vie, comprenez que vous n'avez absolument rien à perdre. Concevez l'acquisition de plus de connaissances pour ce qu'elle est, un défi excitant et plaisant à relever, un investissement pour une vie meilleure. Commencez à penser à ce que vous voudriez faire et de quelles compétences vous aurez besoin pour y parvenir. Parlez-en à votre entourage et souvenez-vous, les seules personnes vraiment idiotes sont celles qui ont peur d'avoir l'air idiotes. Ce n'est pas à un vieux singe que l'on apprend à faire des grimaces. Si, c'est possible. La règle d'or numéro 11 est d'admettre qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Pour chaque proverbe rebattu, il existe une formule opposée tout aussi rebattue. Regarder avant de sauter s'opposa. Celui qui hésite est perdu. J'aurais dû être plus mûr et prendre ma vie en main dès l'adolescence. Le fait de ne pas l'avoir fait à ce moment-là m'interdit-il de le faire vers la cinquantaine ? Pensons positivement. Vous n'avez vraiment rien à perdre et tout à gagner. Je me suis certainement contredit. J'ai affirmé qu'une des clés pour s'ouvrir à une vie sans inquiétude est de se sentir autonome. C'est exact, mais tout comme l'autonomie financière est atteinte lorsque vous êtes à l'aise, l'accomplissement relationnel est acquis lorsque vous avez plusieurs vrais amis. Aucun homme ou une femme n'est une île. Regardons les faits. Dans les premières semaines de nos vies, nous n'avons qu'une seule amie. Dire que nous n'avons pas besoin d'elle est ridicule. Nous nous reposons sur elle pour être au chaud, pour nous sentir choyés, en sécurité et pour être nourris. Lorsque nous grandissons et mûrissons, nous sommes moins dépendants d'elle, ce qui ne signifie pas pour autant que nous sommes plus autonomes. La scolarité d'un enfant sans amis ne restera probablement pas le souvenir le plus agréable de sa vie. Soyons objectifs, nous avons tous besoin d'amis et ma vie si enviable ne l'aurait jamais été sans eux. Cela veut-il dire que je dépends d'eux ? Bien sûr que non. Tous mes amis sont différents et ma vie ne dépend pas plus de l'un que de l'autre. J'avais autrefois des difficultés à trouver ne serait-ce qu'un vrai ami, et le plus souvent il s'avérait que cet ami n'en était pas vraiment un. Aujourd'hui, mon problème est à l'opposé. Ma vie est si remplie que je ne trouve plus le temps de développer de nouvelles amitiés. Comment définirions-nous un vrai ami ? Est-ce quelqu'un qui vous aime en dépit de vos défauts ?
Vous aurez beaucoup de chance si vous trouvez un ami comme ça. Encore que je me demande si un ami comme ça en vaut bien la peine. Inversons les choses une seconde. Imaginons que vous cherchiez quelque chose dont vous avez besoin, comme par exemple une nouvelle voiture. Choisiriez-vous celle qui a beaucoup de défauts? Que recherchez-vous chez un ami? Quelqu'un que vous trouvez intéressant et divertissant, d'un caractère agréable, qui a des passions et un sens de l'humour comme le vôtre, qui ne se prenne pas au sérieux ni ne minaude, qui soit à l'écoute de vos problèmes, qui vous apporte du réconfort et de la chaleur lorsque vous vous sentez triste, qui est toujours là quand vous avez besoin de lui, qui est toujours honnête avec vous et surtout qui vous aime sincèrement. Aimeriez-vous avoir plusieurs amis comme cela? C'est facile. Soyez vous-même comme cela. Tout comme pour être à l'aise financièrement, il faut fournir des efforts, mais la récompense est sans commune mesure. Ce n'est pas seulement le type d'amis que vous aimeriez avoir, c'est le type d'amis que tout le monde sur cette planète aimerait avoir. Cela signifie que si vous parvenez à vous comporter ainsi, tout le monde sur cette planète souhaitera devenir votre ami. Si vous alliez vous acheter une voiture, n'aimeriez-vous pas avoir les moyens de vous offrir celle que vous désirez? Les amis sont bien plus importants que les voitures. N'aimeriez-vous pas être en position de choisir les amis que vous aimeriez avoir? C'est possible. Utilisez votre cerveau. Nous avons tous des défauts et personne n'est parfait. N'adoptez pas l'attitude « il faut me prendre comme je suis » ou « même si je ne vous plais pas, il va quand même falloir me supporter ». Votre famille, vos amis et vos collègues trouveraient drôlement bien que vous fassiez l'effort de corriger vos défauts. Mais le point vraiment important serait que vous le fassiez. En plus, cela augmenterait considérablement vos chances de choisir un ou une partenaire. Je ne parle pas de quelque associé en affaires, mais véritablement de relations amicales ou même de mariage. Cela me touchait particulièrement quand j'étais jeune. L'idéal masculin était le GTB, grand, ténébreux et beau, Cary Grant, Gregory Peck ou encore Clark Gable. Pour ma part, j'étais plutôt PGM, petit, gentil et moche. Avant l'époque des discothèques, ça demandait une sacrée dose de courage à un adolescent de traverser la salle de danse pour inviter une fille à danser, parce que si elle refusait, toutes les autres filles en feraient autant. Être timide est une malédiction. Non, c'est faux. Tout comme la peur est la manière dont la nature nous prévient d'une menace physique, la timidité et l'inhibition sont nos protections contre l'humiliation. Hugh Grant a fait de la timidité un formidable atout. La clé du problème est de comprendre que la timidité est tout ce qu'il y a de plus naturel et que bien d'autres personnes sont tout aussi timides que vous. Un défaut physique n'est pas forcément un handicap. Les jeunes filles déclarent qu'elles placent le caractère avant les apparences. Je ne les ai jamais crues. Faites le test vous-même, pensez aux personnes que vous admirez le plus et demandez-vous si vous admirez d'abord leur caractère ou leur apparence. Cela dit, étant moi-même un PGM, cela ne m'a pas empêché d'obtenir la main de la plus belle femme du monde. Alors, où en sommes-nous? Lorsque vous vous sentez en pleine forme physique et plein d'énergie, que vous avez trouvé comment gagner votre vie de manière à vous sentir à l'aise et libéré de cette préoccupation, que cela vous a permis de faire un travail sur vous qui vous a rendu plus sociable et que vous suivez les règles d'or, vous devriez avoir éliminé la plupart des situations qui vous causaient des inquiétudes. Il ne reste plus alors qu'un sujet majeur. S'inquiéter pour les personnes que l'on aime. Il s'agit d'une situation classique. Vous chérissez ces personnes, mais pour quelque raison que ce soit, elles vous pourrissent la vie. C'est une situation du type qui de l'œuf ou de la poule? Si vous vous fortifiez physiquement et mentalement en premier, la situation sera bien plus facile à régler. Mais comment puis-je me fortifier physiquement et mentalement si ces personnes me pourrissent la vie?
Le doute et l'incertitude sont les vrais problèmes. Discutez de ce qui vous tracasse avec les personnes concernées. Vous pourriez bien découvrir que votre propre comportement fait partie du problème. Si cela ne résout rien et que vous en arrivez à la conclusion que rien ne changera, vous devrez prendre une décision. Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous devez avoir la certitude qu'elle améliorera les choses pour vous, sinon le doute et l'incertitude subsisteront. Comment ne pas s'inquiéter pour nos enfants ? Est-ce un effet de mon imagination ou bien les enfants causent-ils plus de soucis à leurs parents aujourd'hui qu'autrefois ? La règle d'or numéro 12 est d'enseigner à vos enfants les principes que j'ai abordés auparavant, afin qu'ils mûrissent rapidement et se développent physiquement et mentalement. Si fait, vous n'aurez plus aucune raison de vous inquiéter. Il existe cependant plusieurs autres manières pour se débarrasser des soucis que nous causent ceux dont nous nous sentons responsables. L'oisiveté et l'ennui forment le terreau favorable au développement de l'inquiétude. Vous rendre physiquement et mentalement fort vous permet de trouver l'énergie et les moyens financiers qui vous permettent de profiter pleinement de la règle d'or numéro 13. Mener une vie pleine, active, productive, heureuse et insouciante. Vous serez tellement occupé à profiter pleinement de votre vie que vous n'aurez plus le temps pour vous inquiéter. Mais n'est-ce pas une attitude extrêmement égoïste ? Non, ce n'est pas une attitude égoïste. Avoir conscience des choses nous rend tous peureux. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas le sens de cette maxime. Si j'étais attaqué par une brute, mon instinct était de filer, puis j'étais traité de poule mouillée. Une fois de plus, c'était le doute et l'incertitude qui suscitaient de l'inquiétude. Je ne crois plus aujourd'hui que mon Créateur scrute le moindre de mes actes et qu'il y aura un jour du jugement dernier. En revanche, ce que je ne peux nier, c'est que mon Créateur m'a non seulement doté de la vie, mais aussi que cela me plaise au nom d'une conscience. La règle d'or numéro 14 est d'accepter que vous avez une conscience et que vous seriez plus heureux si vous la laissiez vous guider. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est la règle d'or numéro 15. Je vous assure que le crime ne paye pas. Une vision communément admise mais erronée veut que pour gagner des millions, il faut soit escroquer ses clients, soit sous-payer ses employés. C'est de la foutaise. Les entreprises qui réussissent commercialement proposent à des prix raisonnables et avec un bon service après-vente les produits de qualité que les gens désirent. À partir du moment où les sociétés s'écartent de ces critères, elles commencent à décliner. Ces principes s'appliquent aussi à la vie. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Chaque entreprise sait que son plus grand atout, ce sont les hommes qui la composent. Si vous ne rémunérez pas vos employés à leur juste valeur, ni ne les traitez respectueusement et honnêtement, vous perdrez ces cartes maîtresses. Les criminels passent leur vie à craindre d'être attrapés ou à se morfondre parce qu'ils ont été attrapés. En tant qu'expert comptable, j'ai connu des hommes d'affaires prospères qui ne pouvaient s'empêcher de frauder le fisc, ce qui avait pour effet de transformer leur richesse en source d'inquiétude. Avoir la conscience tranquille et un faible prix à payer pour éliminer le souci de ne plus pouvoir regarder les gens dans les yeux ou de ne plus dormir la nuit. Un peureux meurt des milliers de fois. Je n'avais pas besoin d'un jour du jugement dernier. J'avais vite appris que je me méprisais lorsque je ne trouvais pas la force morale de me comporter selon ce que me dictait ma conscience. J'avais tout aussi vite compris que la méthode simple pour vivre sans inquiétude était de me laisser guider et d'agir selon ma conscience. Partant du principe que vous faites ce qu'il faut pour vos enfants, vos parents, vos amis et vos animaux domestiques, vous devriez avoir l'esprit libre pour profiter de la vie. Qui veut des parents inquiets ? Une oreille attentive, une épaule pour s'épancher, quelques conseils avisés et un soutien indéfectible, parfait. Mais votre enfant n'a-t-il pas déjà assez de soucis sans en plus avoir à se charger des vôtres
ou encore être conscient qu'il est la cause de vos inquiétudes. Vous ne pouvez pas être un poids ou un souci supplémentaire pour vos enfants, pas plus que vous ne devez vivre par procuration à travers eux ou peser sur leur vie. N'est-ce pas le devoir de tout parent d'aider ses enfants à devenir suffisamment forts pour quitter le nid familial et mener une vie riche et agréable? Quelle espèce d'enfant refuserait à ses parents le même privilège? Quelque chose de beau est une joie dans la vie. Si vous passez plusieurs années à fabriquer une œuvre magnifique pour me l'offrir, il devrait être dans vos légitimes intentions que j'en retire un plaisir maximum. Vous trouveriez ingrat, imbécile et même insultant que je l'enferme dans un endroit où elle peut se casser ou être volée, plutôt que d'apprécier le plaisir qu'elle doit procurer dans la vie. En me comportant ainsi, tout ce que j'aurais réussi à faire est de transformer ce précieux cadeau en sujet d'insatisfaction. Le dernier, mais pas le moindre. Vous et moi existons, et dans la mesure où notre corps et notre cerveau sont si incroyablement résistants et sophistiqués, il est peu probable que notre existence ne soit le fruit que du hasard. Par conséquent, j'admets avoir été créé. Je m'appuie sur les faits. Je ne peux nier que mon instinct le plus fort soit la survie, ce qui suppose que je tienne beaucoup à la vie. Je déplore que le lavage de cerveau et l'ignorance aient dissimulé ce don précieux au fond d'un sombre placard. Mais ce n'est pas la peine de s'apitoyer sur ce qui est fait, et je suis si heureux des 20 dernières années que je regarde l'avenir avec confiance. Si vous vous sentez inquiet, lisez les règles d'or listées dans cet appendice. Dans l'appendice, vous avez déjà gagné à la loterie, ce qui nous amène à la règle d'or numéro 16. Ne gâchez pas votre bien le plus précieux en vous inquiétant. Appendice, les règles d'or. 1. Pensez positivement. 2. Qu'il soit important ou non, si vous avez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre rapidement, échafaudez un plan de résolution. Si vous n'y arrivez pas non plus, il n'y a aucune raison de vous torturer en vous en inquiétant. 3. Si un problème vous tracasse, demandez-vous ce que serait le pire des scénarios. Dans la plupart des cas, vous verrez que même s'il se concrétise, il n'y a pas mort d'homme. 4. L'ignorance est un facteur majeur d'inquiétude. Il n'y a pas de raison de s'en sentir honteux. Craindre de reconnaître son ignorance est une raison d'avoir honte. Dans ce cas, vous resterez à la fois ignorant et inquiet. 5. La peur est notre amie. Tout comme une alarme incendie, elle vous prévient du danger et vous permet de l'éviter ou d'en réduire les effets. La majorité de nos inquiétudes est créée par la peur et la plupart de nos peurs par l'ignorance. 6. Ne vous lamentez pas sur ce qui est fait. Tirez-en plutôt parti et faites-en une expérience utile afin de ne pas la répéter. 7. N'ayez pas peur de faire des erreurs. 8. Projetez-vous dans le futur. 9. Ayez conscience de l'incroyable puissance que recèle le potentiel physique et mental qui est en vous. 10. Faites en sorte de réaliser ce potentiel. C'est la clé d'une vie libérée d'inquiétude. 11. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. 12. Enseignez à vos enfants les bases de la méthode simple. 13. Menez une vie active, pleine, productive, heureuse et sans inquiétude. 14. Jiminy Cricket le sait bien. Laissez-vous toujours guider par votre conscience. 15. L'honnêteté est vraiment la meilleure des politiques. 16. Ne gâchez jamais votre bien le plus précieux en vous inquiétant. C'est la fin de cet enregistrement. Merci beaucoup de l'avoir écouté. À bientôt.